Bienvenue à toutes et à tous et merci de participer à cet atelier de sensibilisation au handicap psychique et si on en parlait, dans le cadre de la 24e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Je me présente, Kathleen Forge, je suis responsable du département maintien au sein du Cap Emploi Pas-de-Calais Centre et je serai l'animatrice de ce webinaire à vos côtés. Je vais également m'appuyer sur Christine Dilly, conseillère à l'emploi du Pôle emploi de Béthune, pour les questions-réponses. La loi du 11 février 2005 reconnaît le handicap psychique comme handicap à part entière et insiste sur la dimension sociale en donnant à l'environnement une place importante dans la définition du handicap. Ainsi, une personne souffrant d'un trouble psychique, ne se retrouve donc pas nécessairement en situation de handicap. Cela dépend des caractéristiques de son environnement. En parallèle de ce changement de regard et de cette évolution législative, depuis plusieurs années, les spécialistes ont tendance à privilégier les échanges avec l'environnement social et donc un retour vers le milieu ordinaire de travail. De plus, l'évolution des traitements, plus respectueux des fonctions cognitives, permet aussi d'envisager une reprise des activités professionnelles pour la personne dans de meilleures conditions. Enfin, les nouvelles organisations du travail génèrent de nouveaux risques professionnels qui préoccupent le monde de l'entreprise, notamment en matière de handicap psychique. L'ensemble de ces constats nous ont amenés à vous proposer ce webinaire sur la question de l'intégration professionnelle et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap psychique, parce que cette thématique peut devenir, ou est déjà, une de vos préoccupations. Les objectifs de ce webinaire sont de vous sensibiliser aux spécificités du handicap psychique et surtout à ses répercussions sur l'emploi, de vous permettre d'identifier le réseau d'acteurs et de partenaires que vous pouvez mobiliser, de vous faire connaître les moyens d'action et les mesures mobilisables et disponibles par la présentation de cas concrets et de mettre à votre disposition une boîte à outils pour poursuivre ou engager des actions. Ce matin, nous avons 3 intervenantes. Audrey Goulon, conseillère à l'emploi au Pôle emploi de Lillers, Julie Letal, conseillère en insertion professionnelle au CREPSI Hauts-de-France, et Méline Dobrenel, chargée de mission maintien dans l'emploi et personne ressource sur la thématique du handicap psychique au Cap Emploi Pas-de-Calais Centre. D'un point de vue technique, un petit rappel de l'utilisation de Zoom. Seuls les conférenciers et l'animateur, l'animatrice que je suis, ont la vidéo et le micro. Je vous invite à poser vos questions tout au long de l'intervention dans l'onglet Q&R, questions-réponses, sur le bandeau situé en bas de l'écran. Chaque question sera reprise en fin d'atelier et nous tenterons d'y répondre. L'onglet Converser permet de nous faire part d'éventuels problèmes techniques. Ce webinaire est enregistré et pourra être diffusé en replay sur les différents réseaux du Pôle emploi, du Cap emploi et du CREPSI. À l'issue de ce webinaire, nous vous enverrons le support et une boîte à outils comprenant l'annuaire des partenaires locaux, un mémo sur les dispositifs et les aides mobilisables, une bibliographie avec les liens vers des vidéos ou ouvrages sur la thématique du handicap psychique et un outil de sensibilisation. En préambule de cet atelier, nous avons souhaité vous présenter brièvement les possibilités d'accompagnement du Pôle emploi et du Cap emploi. Je laisse donc la parole à Audrey Goulon, conseillère à l'emploi au Pôle emploi de Lillers. Bonjour à tous. Donc moi, je suis conseillère sur le volet accompagnement du demandeur d'emploi. Mais donc, on va faire un petit focus pour savoir un petit peu comment on fonctionne donc pour les entreprises qui n'ont jamais eu affaire à nos services ou alors pour une petite piqûre de rappel. Donc, notre objectif, c'est d'accélérer au bénéfice de tous les recrutements et le retour à l'emploi durable. Donc, pour ça, on a mis en place pas mal de petites actions. Donc, on accompagne forcément les demandeurs d'emploi, mais on accompagne également les entreprises. Vous avez donc la possibilité d'avoir une ligne directe et une adresse mail également pour un contact personnalisé, ce qui qui est plus facile pour que vous puissiez derrière ne pas réexpliquer le contexte de votre entreprise, etc. Vous avez vraiment un conseiller qui va répondre directement à vos besoins. Donc pour ça, on a pas mal de choses qui sont mises en place, mais on a également le pôle emploi.fr, où vous pouvez effectivement gérer vos offres d'emploi en ligne. Vous pouvez par vous-même regarder l'information sur le marché du travail et la banque de profil. La banque de profil, j'insiste un petit peu là-dessus parce que c'est encore un peu méconnu. Donc sachez que
Par rapport au fait que vous êtes employeur, vous pouvez vous-même créer un site, un espace sur notre site internet et regarder les CV qui correspondent à vos besoins. Donc, vous n'êtes pas obligé forcément de mettre une offre d'emploi, vous pouvez juste fouiller un petit peu dans les CV qui sont en ligne. Et les CV qui sont en ligne ne sont pas forcément des demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi. On peut très bien avoir un profil en étant salarié également. Donc, sachez que par le biais des compétences, vous pouvez regarder un petit peu les CV qui matchent avec vos besoins. Je vais vous parler aussi d'actions qu'on peut mettre en place. Donc, la méthode de recrutement par simulation. Kathleen, tu peux passer là. Merci. Donc, pour la présélection des candidats. Donc, dans plusieurs métiers, on peut mettre en place ça. Ça nécessite une étude de poste pour vraiment voir les compétences qu'on demande au niveau de ce métier en particulier. On évalue et on peut faire une présélection. En gros, c'est des tests pour connaître les aptitudes des candidats et voir ceux qui peuvent fonctionner avec votre demande. Donc, c'est particulièrement pour les postes où vous avez des difficultés de recrutement et où vous pouvez prendre des personnes qui n'ont pas forcément d'expérience ou pas forcément de formation sur le poste. Donc ça peut être mis en place. On a tout ce qui est conseil en recrutement, donc l'analyse de poste, je vous en ai parlé, mais également l'aide à la conduite d'entretien si vous avez besoin. Sachez que c'est possible également. Et on a des prestations particulières, donc période d'immersion, comme les stages, entre guillemets, pour faire découvrir des métiers aux demandeurs d'emploi, pour confirmer un projet. La FPR, la POE, si le demandeur d'emploi a besoin d'une petite formation avant de démarrer un contrat de travail chez vous. On a aussi différentes aides financières à l'embauche. Je vais vous parler d'une aide financière qui peut vous intéresser ici aujourd'hui, parce que vous êtes sensibilisé effectivement au monde du handicap. Donc, on a une aide actuellement qui est mise en place pour les personnes qui ont justement une reconnaissance travailleur handicapé. Cette aide, elle est d'un montant maximum de 4 000 €. Et pour en bénéficier, il y a plusieurs critères. Donc, le salarié doit être forcément bénéficiaire d'une reconnaissance travailleur handicapé, mais il n'y a pas de limite d'âge. Il faut que le contrat soit un CDI ou un CDD de minimum 3 mois. La rémunération, elle doit être inférieure ou égale à 2 fois le salaire minimum horaire. Donc, en gros, ça vous fait un salaire minimum il faut que ce soit en dessous de 3 080 € bruts par mois. Et le contrat doit démarrer entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021. Donc, sachez que ça existe et que ça peut être mis en place. Et donc, nous fonctionnons en partenariat avec le Cap Emploi. Aujourd'hui, ça prend encore plus d'importance car il va y avoir un rapprochement, donc Cap Emploi et Pôle Emploi. Concrètement, c'est des conseillers Cap Emploi qui vont venir chez nous en agence Pôle Emploi, ce qui permettra un diagnostic croisé pour fluidifier un accompagnement des demandeurs d'emploi. Et puis, on travaillera forcément en complémentarité, toujours dans le même objectif commun, qui est de répondre au mieux aux attentes des demandeurs d'emploi. Et ça va se faire courant 2021, donc on a hâte que ça se mette en place. Et je vais redonner la parole à Kathleen Faure pour la suite. Merci Audrey. Donc, s'agissant du Cap Emploi, le Cap Emploi est un organisme de placement spécialisé, membre du service public de l'emploi, au même titre que le Pôle emploi et la mission locale. Les Cap Emploi sont financés par la GFIP, le FIP et le Pôle emploi. Le Cap Emploi assure des missions visant l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi en complémentarité des dispositifs et des acteurs de droit commun. Cet accompagnement est réalisé donc auprès des demandeurs d'emploi en situation de handicap et des employeurs en vue d'une insertion durable en milieu ordinaire. Nous intervenons, comme l'a dit Audrey, donc bien sûr en appui du Pôle emploi. S'agissant des missions relatives au maintien dans l'emploi, elles visent à informer, conseiller et accompagner les employeurs, les salariés, agents et travailleurs indépendants lorsqu'il y a une inadéquation entre l'état de santé de la personne et son poste de travail. En qualité d'opérateur du conseil en évolution professionnelle, nous pouvons également accompagner la personne et l'employeur dans le cadre de la reconversion ou de la transition professionnelle, qu'elle soit subie ou choisie. Après ce préambule, nous allons démarrer l'atelier de sensibilisation. Je vais donc laisser la main et la parole à Julie Letal et Méline Dobrenel.
Bonjour, donc Julie Letel, je suis conseillère en insertion professionnelle au CREPSI Hauts-de-France. Alors rapidement, le CREPSI, donc c'est un centre ressources sur le handicap psychique dans les Hauts-de-France. Nous intervenons sur les 5 départements des Hauts-de-France. Un centre assez récent puisque nous sommes ouverts depuis 2014. Nous sommes un établissement médico-social qui est financé par l'ARS avec une équipe pluriprofessionnelle. Un centre qui est ouvert à tous, c'est-à-dire personnes en situation de handicap psychique, entourage, famille, professionnels, entreprise, etc., etc., sans forcément avoir de critères d'accès. Et le CREPSI donc, a 5 grandes missions. Donc une première mission d'accueil, d'information et de conseil, une deuxième mission de sensibilisation et de formation, une troisième mission d'évaluation de situations individuelles et d'évaluation de projets stratégiques, une mission d'animation et de mise en réseau et une mission d'études et de recherche. Donc, toutes les informations que je vous donne là sont déclinées sur notre site internet et vous pouvez aller regarder pour plus de précision. Alors, le handicap psychique, de quoi parle-t-on? Donc, tout d'abord, je tenais à remettre quand même quelques chiffres de l'OMS. Donc, c'est quand même la première cause de handicap en 2020 dans le monde. Une personne sur 4 en souffrira au cours de sa vie. Il y a plus de 2 millions de Français qui sont touchés par un trouble sévère et c'est le 3e rang des maladies les plus fréquentes aujourd'hui. Donc ça concerne tout le monde et c'est aujourd'hui un véritable enjeu sociétal et aussi en entreprise. Donc il y a aussi aujourd'hui encore beaucoup de représentations autour du handicap psychique. Pour 3/4 des Français, un malade psychique est dangereux. Un tiers des Français sont gênés à l'idée de travailler dans la même équipe ou de partager un repas avec une personne ayant une maladie psychique. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas de corrélation entre un diagnostic psychiatrique et un passage à l'acte violent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 85% des personnes violentes n'ont pas forcément un handicap psychique. Et généralement, les personnes sont plus souvent victimes de violences qu'elles-mêmes auteurs de violences. Et elles font généralement plutôt des tentatives de suicide que des passages à l'acte violent. Donc, le handicap psychique et les troubles psychiques, de quoi parle-t-on? Il est important de revenir sur la définition de la santé mentale, puisque quand on parle de handicap psychique, on parle du psychisme et donc forcément de la santé mentale. Alors, la santé mentale, qu'est-ce que c'est? L'OMS l'a définit comme un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés de la vie, de pouvoir travailler avec succès et d'apporter une contribution à la communauté. Pour un Canadien, CASE, donc la santé mentale repose sur 2 composantes, un état de bien-être et un fonctionnement psychosocial, c'est-à-dire un état de bien-être avec des émotions positives et un fonctionnement psychosocial, c'est-à-dire de bonnes relations, un développement personnel, pouvoir donner du sens à sa vie et un sentiment de compétence personnelle. Donc il est vrai que pour les personnes qui seraient en mauvaise santé mentale, elles auraient plutôt tendance à développer des troubles psychiques. Pour autant, ce n'est pas non plus systématique. Vous pouvez avoir une personne qui souffrirait d'une dépression et qui a de bonnes relations sociales et qui donne aussi du sens à sa vie. Donc, ce n'est pas linéaire. Par contre, on ne parle pas de handicap psychique sans santé mentale et ça nous concerne tous. Donc, la santé mentale, ce n'est pas la psychiatrie. Et c'est important de remettre les bons mots puisqu'on parle beaucoup de handicap mental, de maladie mentale, de handicap psychique, handicap cognitif. Donc le handicap mental, ça touche les personnes qui présentent une déficience intellectuelle. Le handicap cognitif, ça touche les personnes qui présentent un dysfonctionnement neuropsychologique. Et le handicap psychique, ça touche les personnes qui présentent des troubles psychiques. Donc, je vous remets le continuum de santé mentale. Quand on parle de santé mentale, effectivement, on est tous concernés et ce n'est pas non plus toujours linéaire. C'est-à-dire qu'on peut, à certains moments de sa vie, être en bonne santé mentale et parfois passer à des états réactifs, blessés ou malades. Et par exemple, donc, si nous sommes face à un deuil, une perte d'emploi, on peut par moments être plutôt blessé ou réactif. Donc, on peut osciller entre ces différents états de santé mentale. Et pour une personne donc, qui souffre de handicap psychique, on est dans le statut malade. Et pour ces personnes, on parlera, quand elles vont mieux, plutôt de rétablissement et non de guérison.
Alors, d'où vient le trouble psychique? Il y a plusieurs origines. Donc, il y a d'abord une origine psychologique, c'est-à-dire une origine qui est liée à la personnalité de la personne, à son histoire de vie, à son vécu, à de possibles traumatismes qu'elle aurait vécu dans l'enfance ou dans l'adolescence. Il y a une origine qui est ensuite biologique, c'est-à-dire des gènes et une certaine vulnérabilité à développer un trouble psychique. Et ensuite, il y a une origine socioculturelle, c'est-à-dire l'environnement dans lequel la personne évolue. Donc, c'est bien l'interaction de ces trois champs qui va créer un trouble psychique. Alors, le trouble psychique qu'on appelle aussi, je reviens sur les termes parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de termes qui reviennent souvent. Donc, c'est la maladie psychique, la maladie mentale ou le trouble mental. Donc, tout ça, c'est bien le handicap psychique. Et qu'est-ce qu'on va y retrouver dedans? Donc, on va y retrouver les troubles de l'humeur, les troubles anxieux, les troubles addictifs, les troubles de la personnalité, les troubles des conduites alimentaires et les troubles psychotiques. Donc, je vous propose de développer juste après. Alors, quand on parle de handicap psychique, le handicap psychique, c'est bien la conséquence d'un trouble psychique. Donc, le handicap, c'est la rencontre du trouble avec une situation à vivre pour la personne. Je m'explique. Une personne qui a un trouble psychique n'est pas toujours en situation de handicap. Par contre, sur certains moments de sa vie, elle peut l'être, notamment au travail ou dans sa vie personnelle. Je vous donne un exemple. Une personne qui a un travail, qui pour se rendre à son travail prend le train. Et dans la gare, elle entend des voix persécutantes qui la menacent. Donc là, la personne va se trouver en situation de handicap pour se rendre sur son lieu de travail. Imaginons cette même personne donc, a le permis de conduire et une voiture et donc se rend sur son lieu de travail en voiture. Elle ne doit plus prendre le train et aller à la gare où elle se sent persécutée. Donc là, la personne ne sera plus en situation de handicap. Donc, on peut avoir un trouble psychique et pour autant ne pas être toujours en situation de handicap. Donc, les répercussions du trouble psychique se font sur différents aspects de la vie, donc sur la vie sociale, sur la vie quotidienne et sur le travail, avec voilà, un certain ralentissement parfois moteur, intellectuel dû à la pathologie, mais aussi dû au traitement. Les personnes sont aussi plus fatigables et parfois plus maladroites. Il y a souvent des difficultés de compréhension, de concentration et de mémorisation, c'est-à-dire des troubles cognitifs associés. Ça reste aussi un handicap invisible, donc parfois une sous-estimation aussi des difficultés chez les personnes. Un très fort sentiment de dévalorisation et de perte de confiance en soi, et puis aussi toute la stigmatisation qui est liée au handicap psychique qui amène beaucoup de souffrance chez les personnes. Et parfois donc, des problèmes relationnels, ce qui peut créer des tensions dans la famille, dans le voisinage et dans les équipes de travail. Du fait aussi des incompréhensions du trouble. C'est important aussi de revenir sur la différence avec le handicap mental, puisqu'il y a parfois beaucoup d'amalgame entre le handicap psychique et le handicap mental. Donc, il faut savoir que pour le handicap mental, on parlera de déficience intellectuelle, donc il y a une altération des capacités intellectuelles. Pour le handicap psychique, les capacités intellectuelles sont préservées. Par contre, effectivement, la personne pourra avoir des troubles cognitifs associés qui sont parfois temporaires et parfois permanents, donc des troubles de l'attention, de la mémoire, des repères spatio-temporels. Pour le handicap mental, les soins sont marginaux. Pour le handicap psychique, on parlera de soins au long cours, très présents et généralement tout au long de la vie. Tout à l'heure, je parlais de rétablissement. Alors, effectivement, les personnes peuvent se rétablir. Pour autant, elles bénéficient généralement d'un traitement à vie et d'un suivi psychiatrique à vie plus ou moins présent. Pour le handicap mental, les incapacités sont peu variables, donc effectivement, on peut mettre en place des solutions durables, notamment dans le cadre du travail. Pour le handicap psychique, la difficulté, c'est la variabilité des troubles qui sont souvent imprévisibles et évolutifs, d'où l'accompagnement qui se fait, comme je dirais, dans la dentelle, c'est-à-dire qu'il faut sans cesse remettre en question et sans cesse trouver de nouvelles solutions. Pour le handicap mental, donc, la perception est souvent visible et le handicap psychique, donc souvent invisible, d'où la sous-estimation parfois des difficultés. Effectivement, lorsque vous donnez une consigne à une personne, elle vous dit qu'elle a compris, mais finalement, elle n'a pas forcément compris, vous ne l'avez pas forcément perçu.
Donc, ce qui est important de retenir pour le handicap psychique, c'est bien cette variabilité d'états psychiques qui sont calmes ou tendus, et du coup une incidence momentanée sur les capacités de la personne, un potentiel intellectuel qui reste intact, mais avec des troubles cognitifs associés, la nécessité d'avoir un suivi médical régulier. Il y a aussi la notion d'incapacité à demander de l'aide et la non-demande chez les personnes. Du fait aussi de la stigmatisation, il est vrai que les personnes n'en parlent pas ou en parlent peu, parce qu'il y a beaucoup de représentations, et donc les personnes ont peur aussi d'être exclues. Et donc, du coup, la stigmatisation liée à la méconnaissance, à la crainte qu'inspire le handicap psychique. Bon, je ne reviens pas sur la loi de Messin que Kathleen a évoquée tout à l'heure, mais il est vrai que c'est une loi assez récente qui reconnaît effectivement les troubles psychiques comme un handicap. Alors, à savoir que tous les troubles psychiques ne sont pas invalidants, hein, que toutes les personnes effectivement ne sont pas en situation de handicap et le seront peut-être jamais, puisqu'elles ont réussi à compenser, elles ont une bonne santé mentale et n'ont pas forcément besoin de compenser leurs troubles. Donc, la loi 2005 permet aux personnes du coup d'obtenir certains droits, notamment le droit à avoir une RQTH, reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, ce qui permet d'ouvrir des droits vers des établissements spécialisés, de bénéficier de certains dispositifs, de bénéficier aussi d'aides financières, et les personnes rentrent aussi dans l'obligation d'emploi à laquelle les employeurs sont soumis. Donc, pour cela, elles font une demande auprès de la MDPH. Je ne vais pas insister plus là-dessus, parce que je pense que tout le monde sait ce qu'est la RQTH. Donc, elle permet aussi aux personnes de bénéficier d'autres prestations, hein, comme l'allocation adulte handicapé, la PCH, donc prestation de compensation du handicap, etc., etc. Alors, les troubles psychiques, quelques notions. Quand on parle des différents types de troubles, on va retrouver les névroses et les psychoses. Dans les névroses, donc, vous allez retrouver les différents troubles de l'humeur, de la dépression, le trouble bipolaire, les troubles anxieux, les troubles de la personnalité, les troubles des conduites alimentaires et les troubles addictifs. Donc là, la personne a conscience de ces troubles et il n'y a pas de rupture avec la réalité. Pour autant, elle a besoin d'être accompagnée pour faire face à ces troubles. Donc ensuite, on distinguera de la psychose et on y retrouvera donc les troubles psychotiques. Alors, troubles du spectre schizophrénie, la bouffée délirante aiguë, le délire paranoïaque. Alors, je reviens sur le trouble du spectre schizophrénique. C'est vrai que c'est un peu une nouvelle appellation puisque le mot schizophrène est fortement connoté négativement. Donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de discussions autour de ce nom de pathologie pour être changé. Donc là, la personne n'a pas conscience de ces troubles et il y a souvent une perte de lien avec la réalité, une interprétation erronée de l'environnement dans lequel la personne évolue. Donc, dans les troubles de l'humeur, vous retrouverez tout d'abord la dépression. Alors, la dépression, qu'est-ce que c'est ? Il y a 9 symptômes qui permettent de diagnostiquer une dépression. Hein. Donc, vous allez retrouver les personnes qui ont des humeurs dépressives, c'est-à-dire qui se sentent tristes, mélancoliques, vides, sans espoir. Il y a généralement une diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir pour toutes ou presque toutes les activités quotidiennes, donc c'est-à-dire manque d'intérêt, alors parfois dans l'entretien de son appartement, d'aller travailler, de s'occuper de ses enfants, etc., etc. Donc il y a des troubles de l'appétit, alors avec un gain ou une perte de poids significatif, des problèmes de sommeil aussi. Vous allez retrouver une agitation, un ralentissement psychomoteur, une certaine fatigue ou perte d'énergie, un très fort sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive. Alors, la culpabilité est aussi en lien avec la diminution marquée de l'intérêt, hein, puisque je prends l'exemple quand on est maman et qu'on ne trouve pas d'intérêt, par exemple, à s'occuper de ses enfants du fait de la dépression, on peut ressentir une certaine culpabilité, une diminution de l'aptitude à penser ou aussi à se concentrer, et des pensées de mort récurrentes, des idées suicidaires, avec un plan précis ou pas pour se suicider. Donc là, pour qu'on puisse parler de dépression, il faut qu'il y ait au moins 5 de ces symptômes qui soient présents depuis au moins 2 semaines, toute la journée ou presque tous les jours. Et là, on parlera de dépression parce que du coup, on peut tous avoir des hauts et des bas, mais donc c'est bien la durée qui fera le diagnostic de dépression.
Donc ensuite, vous allez retrouver dans les troubles de l'humeur la bipolarité. Donc la bipolarité, qu'est-ce que c'est? Donc c'est bien une alternance de différentes phases, une phase maniaque et une phase dépressive. Donc la personne a des épisodes maniaques, c'est-à-dire qu'elle a une humeur élevée de façon anormale et persistante. Donc c'est des personnes que vous allez retrouver qui ont une forte estime d'elles-mêmes, avec des idées de grandeur, des projets un peu fous, un peu ambitieux, enfin, très ambitieux. Des personnes qui dorment peu, qui parlent beaucoup, ou du coup leurs conversations ne sont pas forcément comprises, parce que c'est des personnes qui ont passé un peu du coq à l'âne, qui sont très distractables, qui ont une très grande activité sociale, professionnelle ou sexuelle, qui s'engagent dans des activités avec parfois des grosses conséquences, hein, des achats inconsidérés, des conduites sexuelles à risque. Voilà, donc c'est des personnes qui vont par exemple dépenser tout leur argent ou l'argent qu'elles n'ont pas pour acheter quelque chose et créer une nouvelle activité. Donc là, c'est une phase qui dure généralement 3 à 4 semaines et qui nécessite souvent une hospitalisation des personnes pour justement retrouver une phase euthymique, c'est-à-dire qu'elles sont... Alors l'euthymie, c'est ni maniaque ni dépressif, c'est la période entre deux. Et donc, la personne pourra osciller sur un épisode dépressif, c'est-à-dire humeur basse, où là, donc, on va retrouver tous les symptômes de la dépression évoqués précédemment. Il faut savoir que pour ces personnes, l'épisode dépressif est généralement très intense, puisque les personnes ont vécu un épisode maniaque qui leur a permis de faire plein de choses. Et là, elles se retrouvent dans un autre épisode où elles ne font plus rien. Et donc, la dépression est assez profonde. Et il y a souvent des passages à l'acte suicidaire à ce moment-là. Donc, il faut savoir qu'il y a un traitement pour le trouble bipolaire qui est des thymorégulateurs qui permettent de réguler les humeurs. La bipolarité, ce n'est pas une personne qui change d'humeur dans la journée, hein, c'est bien des phases plus importantes dans le temps. Et là, on parlera de bipolarité. Donc ensuite, on va retrouver dans les troubles anxieux donc les phobies. Donc la phobie, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une peur persistante et intense, déclenchée par une confrontation à un objet ou une situation. Par exemple, les phobies sociales, la phobie de l'avion, la phobie des araignées. Donc l'exposition à la situation ou à l'objet provoque une réaction anxieuse, voire immédiate, voire une attaque de panique. Et donc généralement, il y a un évitement de ces situations. Et on parlera du coup de troubles psychiques quand l'évitement à ces situations perturbe les habitudes de vie des personnes. Je prends l'exemple des phobies sociales. Généralement, les personnes qui souffrent de phobies sociales, par exemple, évitent de sortir. Et donc, ça a une répercussion notamment sur la vie professionnelle, puisque les personnes ne sortent pas, s'isolent, et donc ont des difficultés à trouver un emploi ou à prendre les transports en commun, par exemple. Donc là, on parlera de troubles psychiques. Parce que du coup, on pourrait tous se dire qu'on a une phobie, enfin tous dire qu'on a une phobie, hein, la phobie des araignées, mais maintenant on ne vit pas dans un pays tropical où on va croiser des araignées, des migales tous les jours. Donc c'est vraiment bien quand ça va gêner notre fonctionnement social et professionnel. On retrouvera ensuite dans les troubles anxieux les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Donc c'est une maladie anxieuse avec des obsessions et des compulsions, c'est-à-dire des pensées très envahissantes et répétitives, qui entraîne des gestes ou des pensées aussi répétitives qu'on se sent obligé d'accomplir. Par exemple, les personnes qui ont une crainte de se salir, qui sont obligées de se laver les mains je ne sais combien de fois par jour. Et donc là, on parlera de diagnostic de TOC, puisque effectivement, ça gênera dans la vie quotidienne aussi. Et donc, si ça occupe plus d'1 heure par jour, on parlera d'un TOC. Donc, ensuite, on va retrouver dans les troubles psychiques, alors le plus connu, la schizophrénie. Donc, le trouble du spectre schizophrénique et autres troubles psychotiques, on va retrouver aussi des anomalies dans 5 des domaines suivants. C'est-à-dire que vous allez retrouver des personnes qui ont souvent des idées délirantes avec des croyances sur certains thèmes précis, hein, la persécution, des croyances religieuses, somatiques. Des personnes qui peuvent avoir des hallucinations, alors hallucinations sur différents sens, auditifs, visuels, sensitifs, sans forcément de stimuli externes.
Vous avez des personnes qui ont des hallucinations sensitives, par exemple, qui sentent leurs membres s'effriter, enfin voilà, qui ont des choses au niveau du corps. Donc il y a aussi vous allez retrouver une pensée ou un discours un peu désorganisé, des personnes qui vont passer du coq à l'âne ou qui vont avoir des pensées un peu stéréotypées. Un comportement moteur désorganisé ou anormal, une agitation un peu imprévisible, des grimaces, ou au contraire un regard assez fixe avec des rires pas toujours au bon moment, par exemple. Diminution de l'expression émotionnelle, aboulie. Donc effectivement, vous allez aussi avoir face à vous parfois des personnes assez froides, où on a l'impression qu'elles ressentent aucune émotion, ou en tout cas il n'y a aucune émotion qui transparaît. Donc tout ça, ça représente effectivement des symptômes du trouble du spectre schizophrénique et des autres troubles psychotiques. Donc là, les personnes n'ont pas conscience de leurs troubles et n'ont pas conscience effectivement des hallucinations qu'elles peuvent avoir. Pour info, la schizophrénie en grec, ça veut dire fracture de l'esprit. Alors dans le cadre du handicap psychique, on va retrouver différents acteurs clés qui peuvent graviter autour de la personne. Donc les acteurs du soin, les acteurs du travail, de l'hébergement et de la vie sociale. Voilà, donc je ne vais pas refaire le détail de tous les acteurs que vous pouvez retrouver, mais en tout cas, il peut y avoir parfois un grand nombre d'acteurs qui gravitent autour de la personne. Donc, il faut savoir que pour les personnes qui ont un trouble psychique, généralement, elles sont accompagnées elles ont un suivi psychiatrique. Donc, il y a des secteurs de psychiatrie adulte aujourd'hui qui existent. Donc, selon votre lieu d'habitation, vous dépendez d'un certain secteur de psychiatrie. Vous pouvez également aussi consulter un psychiatre en libéral. Donc, voilà. Donc, il faut savoir que la psychiatrie a aujourd'hui quand même bien évolué. Aujourd'hui, on parle plutôt de psychiatrie ouverte à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'hospitalisation et de plus en plus de psychiatrie en ville. Par contre, les territoires ne sont pas tous égaux par rapport à certains services de la psychiatrie. Donc, vivre avec un trouble psychique, c'est pouvoir bénéficier de certains soins. Il faut savoir que la personne reste actrice quand même de sa prise en charge et donc voilà, elle peut choisir aussi ce qui lui semble le plus adapté à sa pathologie et à ce qu'elle souhaite. Donc le premier intervenant, généralement, ça reste le médecin traitant. Et ensuite, donc, la personne peut bénéficier de différents soins qui sont voilà, psychiatres et psychologues libéraux. Il y a les urgences psychiatriques en cas de crise, les hospitalisations, hôpital de jour, CMP, donc centre médico-psychologique. Les CATTP, centres d'accueil thérapeutique à temps partiel, elle peut bénéficier d'appartements thérapeutiques, de post-cure et de services infirmiers de visite à domicile. Donc je ne vais pas m'attarder sur ça. Donc, vivre avec un trouble psychique, c'est aussi bénéficier d'un accompagnement, pouvoir bénéficier d'un accompagnement médico-social avec une notification de la MDPH. Comme je le disais tout à l'heure, la loi 2005 a permis d'ouvrir certains droits aux personnes et notamment d'accès à certains dispositifs ou établissements. Donc, dans le cadre du travail, la personne voilà, peut travailler en milieu ordinaire avec un accompagnement adapté, mais elle peut aussi donc, travailler en milieu protégé, donc type ESAT, établissement et service d'aide par le travail, où elle peut bénéficier d'une évaluation par un centre de rééducation professionnelle. La personne peut également bénéficier d'un service d'accompagnement à domicile, donc on retrouvera SAV, service d'accompagnement à la vie sociale, SAMSA, donc c'est pareil, je ne vais pas tout détailler, mais en tout cas la personne peut bénéficier d'un accompagnement plutôt dans la vie quotidienne, c'est-à-dire gestion du domicile, les courses, l'administratif, etc., etc. Et la personne peut également bénéficier d'hébergements particuliers, donc foyer d'hébergement, foyer de vie, foyer d'accueil médicalisé, maison d'accueil spécialisée. Donc, le handicap psychique et l'emploi. Alors, il y a aussi beaucoup de clichés, de représentations dans le monde du travail. Donc, le premier, c'est les personnes souffrant de troubles psychiques sont incapables de travailler. Donc, Kathleen le disait aussi tout à l'heure, l'amélioration des traitements et de la qualité de vie des personnes permet aujourd'hui à un grand nombre de personnes de pouvoir travailler. Et l'accompagnement aussi qui peut être proposé aux personnes et aux entreprises. Donc, les troubles psychiques génèrent de la violence, c'est risqué en milieu de travail. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de corrélation entre un diagnostic psychiatrique et un passage à l'acte violent. Généralement, quand les personnes ne vont pas bien,
elles ont plutôt tendance à se mettre en arrêt de travail et à s'isoler. Il y a d'ailleurs une étude qui a été réalisée au Québec sur les employeurs en France par rapport au handicap psychique et au mode de recrutement. Et c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de représentation encore dans le monde de l'entreprise, notamment sur le côté dangereux, l'imprévisibilité. Les personnes seraient peu intelligentes, peu fiables. Voilà. Donc il y a vraiment un souhait de changer le regard sur ce type de handicap, puisque du coup les chiffres nous montrent que forcément c'est un enjeu de société, d'entreprise, et qu'il y a forcément des personnes en situation de handicap psychique en entreprise, alors reconnues ou pas. Aujourd'hui, c'est la première cause d'invalidité et c'est la deuxième cause d'arrêt de travail. Il faut savoir qu'en Europe, il y a 20% de la population qui souffre de troubles psychiques, mais plus de 60% sont en emploi. Donc effectivement, une personne sur 4 est concernée, donc il y a forcément des personnes qui sont concernées dans le champ de l'entreprise. Donc, dans un cadre professionnel, la personne peut bénéficier de différents parcours possibles. Donc, la personne peut donc, ne pas demander une RQTH et du coup avoir un parcours ordinaire, c'est-à-dire Pôle emploi, insertion professionnelle, milieu ordinaire. Par contre, la personne peut souhaiter faire valoir ses situations de handicap et de demander une RQTH avec un dossier MDPH et une orientation professionnelle. Donc, elle pourra demander une orientation en milieu protégé, avec une orientation vers un ESAT, un établissement de service d'aide par le travail spécifique handicap psychique, ou un ESAT tout handicap. Donc là, elle pourra bénéficier d'un accompagnement social et professionnel. L'idée est de pouvoir ensuite accéder à un emploi en milieu ordinaire de travail. La personne peut demander une évaluation dans un CRP, c'est-à-dire que la personne ne sait pas trop aujourd'hui, du fait de la pathologie, ce qu'elle peut encore faire ou ne pas faire, et demander du coup à évaluer ses compétences professionnelles et ses capacités par le biais d'un CRP. Vous avez notamment à Lille le CLRP, le Centre lillois de réadaptation professionnelle, qui a un dispositif qui s'appelle DIPSY et qui permet une évaluation du handicap psychique et des capacités professionnelles. Et la personne donc, peut également souhaiter travailler en milieu ordinaire et pour cela être accompagnée donc, par le Pôle emploi, le Cap emploi, la mission locale et ou par le dispositif emploi accompagné. Alors, je présente rapidement le dispositif emploi accompagné puisque c'est effectivement un dispositif assez récent sur la région. Donc, c'est un dispositif qui existe en France depuis... alors, c'est aussi assez récent. Hein, il s'est décliné au national depuis 2018 avec des places dans les différentes régions. Donc, le dispositif emploi accompagné, c'est un dispositif qui accompagne à la fois les personnes en situation de handicap et les employeurs. Et c'est un accompagnement qui est vraiment au long cours, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête entre guillemets jamais. La personne sera accompagnée vers une insertion professionnelle et sur un maintien dans l'emploi tout au long de sa carrière professionnelle. Donc, ça permet, en cas de situation complexe ou de difficulté à un moment donné, de faire appel au dispositif emploi accompagné pour mettre en place de nouvelles compensations si on a besoin. Donc, c'est à la fois rassurant pour les personnes et aussi pour les employeurs, puisque tout à l'heure, on parlait de la variabilité de la maladie. Donc, effectivement, quand les troubles se manifestent un peu plus, l'emploi accompagné permettra du coup d'agir tout de suite avec l'employeur et la personne pour mettre en place de nouvelles solutions de compensation. Donc, sur le Pas-de-Calais, il y a deux conseillers emploi accompagné, un plutôt sur le littoral et un autre sur l'Artois. Et donc, il y a un numéro unique que vous pouvez contacter. Donc, soit en tant qu'employeur, vous pouvez les contacter directement, ou les personnes peuvent aussi les contacter, ou le Pôle emploi, Cap emploi, mission locale peuvent aussi orienter les personnes. Donc, tout ça, ça permet d'accéder à un emploi en milieu ordinaire, avec différentes prestations qui s'offrent aussi à vous, que Méline développera plus précisément après. Et donc, pendant l'emploi en milieu ordinaire, la personne donc, peut bénéficier d'un accompagnement de maintien dans l'emploi, peut aussi rencontrer la médecine du travail en cas de besoin, et peut aussi bénéficier de prestations un peu plus spécifiques. Donc, dans un cadre professionnel, ce qui est important de retenir est l'accompagnement professionnel, c'est d'abord de ne pas résumer. Ah, par contre, ça a changé. Oui.
C'est d'abord de ne pas résumer la personne à sa maladie. C'est vrai qu'aujourd'hui, les personnes sont souvent appelées par leur maladie, mais effectivement, elles aussi parfois se présentent sous l'angle de la maladie, c'est-à-dire une personne qui arrive vers vous vous dit voilà, je suis schizophrène, donc bah non, je suis Julie et je souffre d'une schizophrénie. Donc c'est envisager la personne sous l'angle de ses compétences et de ses potentiels. Et c'est aussi avoir en tête que le travail a deux aspects pour les personnes. Un aspect parfois avec des situations qui peuvent créer du coup un trouble psychique et des situations à risque, mais aussi le travail comme facteur de rétablissement pour les personnes. Conditions de travail, situations à risque, ça rentre un peu dans les risques psychosociaux, c'est-à-dire aussi l'obligation qu'a l'employeur de mettre en place des choses pour que les salariés soient en bonne santé physique et mentale. Et le travail comme facteur de rétablissement, alors effectivement, pour les personnes qui sont en situation de handicap psychique, qui ont souvent perdu l'estime d'elles-mêmes, qui sont souvent isolées et voilà, plutôt en souffrance, le travail leur permet de retrouver une citoyenneté, de retrouver aussi une estime de soi, un sentiment d'accomplissement. Ça leur permet aussi d'augmenter leur pouvoir d'achat, de développer leur réseau, et elles sont du coup envisagées plutôt sous l'angle de salariés que de malades. Donc, il y a aussi plusieurs déterminants qui sont importants pour réussir une insertion professionnelle ou un maintien dans l'emploi d'une personne en situation de handicap psychique. Donc, il y aura des mises en place de compensation sous l'aspect plutôt relationnel et après organisationnel. Donc, j'entends par les compensations relationnelles, donc c'est aussi les attitudes qu'on va avoir face à ce type de public. Donc, c'est une relation qui sera basée effectivement sur le respect, sur une certaine écoute et empathie. La notion de bienveillance aussi revient. Mais j'ai envie de dire, du coup, les adaptations qui seront faites pour ce type de handicap peuvent aussi agir pour le collectif de travail, hein, puisqu'on a tous envie d'avoir un manager bienveillant, un manager à l'écoute et empathique, et pas que pour les personnes en situation de handicap psychique. Et donc, les aménagements interviendront aussi sur l'organisationnel, c'est-à-dire souvent les personnes souhaitent un aménagement du temps de travail, un aménagement des conditions de travail, du poste de travail, etc. etc. Donc le message aussi, c'est de rester prudent par rapport à la perception qu'on a d'une personne, voilà, de ne pas la réduire à son handicap et à sa pathologie, de ne pas la réduire aussi à son apparence, ses comportements et son discours, d'éviter de coller des étiquettes aux personnes, hein, et de ne pas avoir une attitude de rejet basée un peu sur des a priori que nous, on aurait sur les maladies psychiatriques, par exemple. De ne pas non plus aussi tout mettre dans le champ du handicap psychique, hein. C'est pas parce que vous allez parfois avoir une personne qui vous semble un peu bizarre que forcément elle a un trouble psychique. Donc c'est de rester prudent avant d'imaginer qu'une personne pourra avoir un trouble psychique. C'est pas toujours ça. Donc la posture particulière, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est lorsqu'on accompagne une personne en situation de handicap psychique. Donc c'est avant tout d'être dans la relation d'aide et trouver des solutions pour que la personne puisse compenser son handicap. Donc la relation d'aide, qu'est-ce que c'est ? C'est une relation dans laquelle on donne confiance. Je prends l'exemple des personnes qui souffrent de paranoïa, par exemple. La confiance, c'est important, de donner confiance aux personnes pour pas justement qu'elles se sentent persécutées ou observées, etc. Donc la relation d'aide, c'est accompagner, c'est-à-dire pas faire à la place d'eux, mais pouvoir avancer en même temps. Savoir faire preuve d'empathie. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire empathie. Donc, empathie, c'est être en capacité de comprendre ce que la personne peut ressentir. Donc, être en capacité de mesurer aussi, par exemple, la souffrance que peuvent ressentir les personnes. C'est savoir écouter. Alors, on parle beaucoup, enfin, l'écoute, on dit tout ce qu'on écoute, mais écouter vraiment. Donc, du coup, il y a des petits signes qui montrent aux personnes que vous avez bien écouté. Hein, par exemple, reformuler, répéter ce qu'elle a dit. Savoir prendre des décisions et aussi rester constant dans ses attitudes. Donc, on sait que le trouble psychique et la variabilité des troubles est fortement présente. Et donc, nous, en tant que manager, accompagnant, c'est aussi de nous rester constants dans nos comportements.
Donc, ce qui est important aussi, c'est quand on accompagne une personne en situation de handicap psychique, c'est d'aussi bien se connaître nous, donc c'est-à-dire nos missions, par exemple, au sein de l'entreprise et notre rôle, mais aussi nos limites personnelles. Si on ne peut pas tout maîtriser, on sent qu'à un moment donné, on ne peut pas accompagner parce que justement, soit ça peut nous faire écho à des situations où ça peut voilà, nous porter atteinte. C'est aussi de savoir passer le relais à d'autres professionnels, savoir accepter l'imprévisible, de rester prudent donc, face à certaines interprétations hâtives sur le comportement des personnes, de pouvoir aussi connaître les personnes et les signes précurseurs qui pourraient générer des situations difficiles et de savoir adapter sa manière de communiquer. Voilà, donc ce qui est important de retenir lorsqu'on manage et qu'on accompagne une personne en situation de handicap psychique, c'est voilà, donc l'approche de la personne, elle repose sur un certain savoir-être. Donc être dans l'observation, être dans le questionnement aussi auprès de la personne. Donc voilà, parfois on se met aussi des freins aux questions qu'on pourrait poser aux personnes, mais finalement ces questions sont importantes et les personnes se sentent aussi écoutées lorsqu'on leur pose des questions et elles répondent plutôt assez facilement quand même aux questions qu'on leur pose. Elles sont en capacité de vous dire à quel moment voilà, les situations sont plus difficiles que d'autres. Donc être dans l'écoute des attentes, être dans le respect et la confidentialité et être dans la négociation aussi pour manager et accompagner au travail. Donc l'accompagnement repose aussi généralement sur la politique des petits pas, c'est-à-dire voilà, par exemple, je me positionne en tant que manager, vous accompagnez dans l'emploi une personne en situation de handicap psychique. Il faut savoir que dans le trouble psychique, la notion de projet n'est pas forcément la même que nous, et donc on ne visualise pas forcément le projet comme nous. Donc l'importance de poser des questions aux personnes et de définir avec elles des objectifs atteignables, de visualiser aussi toutes les étapes de prise de poste dans le cadre aussi d'un retour à l'emploi, aussi de visualiser à quel moment le retour à l'emploi sera possible, en tenant compte aussi de la variabilité et de l'intermittence des troubles. Donc c'est bien l'accompagnement dans la durée. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter non plus à aborder la question du handicap avec la personne. Voilà, donc partir de ces difficultés qu'elle évoque, lui poser la question aussi de l'extérieur. Est-ce qu'elle est accompagnée? Est-ce qu'elle est entourée? Voilà, lui faire parler de elle, ce qu'elle pense pouvoir compenser. Est-ce qu'elle a des idées? Est-ce que voilà, elle sait ce qui fonctionne ou pas? J'avais accompagné une dame, par exemple, qui avait identifié dans un tableau tout ce qu'elle ne pouvait pas faire, toutes les tâches au travail qu'elle ne pouvait pas faire. Alors, c'est vrai qu'il y en avait beaucoup, mais en tout cas, elle se connaissait très bien et donc elle avait pu identifier toutes les situations sur son poste qui lui posaient difficulté. Donc voilà, ne pas hésiter aussi à orienter la personne vers la médecine du travail et d'aborder avec elle les droits et les mesures dont elle pourrait bénéficier. Donc, dans un cadre professionnel, l'intégration poste et le maintien dans l'emploi portent sur certaines dimensions. Donc, il y a une première dimension qui est l'environnement professionnel. Il y a une autre dimension sur l'organisation du travail, sur les relations interpersonnelles et le rythme de travail. Donc, Méline vous donnera des exemples plus précis sur ces différentes dimensions. Donc, je ne vais pas forcément les développer, mais en tout cas, elle va vous donner des choses concrètes. Donc, ce qui est important de retenir, en tout cas, il y a 4 points de vigilance à garder en tête. Donc, ça, c'est un document qui a été fait par le groupe de travail Insertion Pro ou CREPSI, donc, voilà, qui a été fait vraiment en collaboration avec des partenaires et des employeurs. Donc, là, le premier point, c'est de bien connaître la personne, de connaître son environnement, de connaître ses compétences et ses potentialités. Je reviens sur la notion de frein. C'est vrai qu'on utilise beaucoup les freins à l'emploi, mais je préfère parler du coup de potentialité et de talent. La personne a au-delà de la maladie, elle a des talents et des potentialités à mettre en œuvre. Par exemple, pour les personnes qui souffrent de bipolarité, une fois qu'elles sont stabilisées dans leur pathologie, ce sont des personnes qui sont plutôt très créatives, qui s'impliquent beaucoup dans le travail et qui ont une très forte sensibilité. Donc l'importance de choisir aussi un poste adapté et donc voilà, pouvoir proposer des postes adaptés, que ce soit en termes d'environnement, est-ce que c'est plutôt un open space, un bureau tout seul,
lumineux, pas lumineux, est-ce que c'est dans une grande équipe, petite équipe, etc. Aider aussi le manager, l'encadrant, la personne qui va accueillir, donc par le biais de sensibilisation, de formation, pouvoir en parler, prévoir des temps peut-être d'échange dans l'équipe sur des situations qui auraient pu poser problème, et pouvoir mettre en place un accompagnement au long cours avec l'aide des partenaires. Donc, ne pas hésiter effectivement à travailler avec des partenaires extérieurs. Enfin, c'est même essentiel d'être accompagné. Donc, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez aller sur le site du CREPSI, donc avec toutes les missions que je vous ai développées dans le détail. Je reste également disponible s'il y a besoin d'approfondir ou si vous avez des questions plus précises ou des situations sur lesquelles vous souhaitez qu'on intervienne plus tard. Je vous remercie de votre attention et puis du coup, je laisse la parole à Méline pour compléter mes propos. Merci Julie. Donc Méline Doranel, je suis chargée de mission et personne ressource sur le thème du handicap psychique au sein du Cap Emploi Pas-de-Calais. J'interviens aujourd'hui pour vous présenter deux accompagnements que nous avons réalisés dans le cadre du maintien en emploi de 2 personnes en situation de handicap psychique. Le but de ces accompagnements, c'était d'apporter des clés d'information, des conseils, être en appui aussi des acteurs de la démarche pour identifier les situations qui pouvaient être contraignantes ou les situations à éviter pour les personnes, identifier également ce qui allait bien et trouver ensemble, en coaction avec l'ensemble des acteurs, des solutions, des stratégies de compensation pour favoriser soit l'insertion, soit le maintien en emploi, ou l'insertion et le maintien en emploi de la personne. Donc pour ce faire, nous intervenons... je prends la main. Nous intervenons en lien avec l'ensemble des acteurs de la démarche, donc le bénéficiaire lui-même, puisqu'il est principal concerné, mais également son employeur, donc que ce soit son manager, son collectif de travail, le service RH, la référente handicap de l'entreprise, par exemple. Nous intégrons également dans la démarche le médecin du travail ou de prévention pour avoir ses recommandations, son avis médical au regard de la situation de santé de la personne. Dans le cadre d'un accompagnement sur le handicap pour une personne en situation de handicap psychique, nous sollicitons également régulièrement les centres médico-psychologiques ou le psychologue ou le psychiatre de la personne qui peut être en appui et qui peut lui-même aussi interagir. Il arrive parfois également que nous travaillons avec l'assistante sociale ou un service de tutelle ou curatelle qui souhaite être présent au rendez-vous. Et nous pouvons effectivement, comme l'a indiqué Julie, solliciter nos partenaires ou nos prestataires pour avoir faire appel à différents dispositifs ou aides particulières, dont l'un des principaux qui est la prestation d'appui spécifique. Donc c'est un dispositif qui peut être sollicité à chaque moment du parcours professionnel de la personne pour faire un petit bilan de sa situation de santé, pour l'aider à créer ou à valider un projet professionnel, mais aussi pour l'accompagner, pour éviter des tensions ou des situations de conflit en entreprise, en l'aidant justement à identifier des situations qui pourraient poser souci, que ce soit à elle ou à son collectif de travail ou à sa hiérarchie, et à trouver ensemble des solutions, des stratégies de compensation. Donc ces prestations, elles sont réalisées par des spécialistes qui sont experts de chaque type de handicap et elles peuvent vraiment intervenir à différents moments du parcours professionnel. Les autres dispositifs, on vous en a soit déjà parlé, soit on va en parler dans les exemples que je vais présenter, mais je vous invite aussi à aller voir le référentiel qui sera dans notre boîte à outils pour aller avoir un petit peu plus d'éléments sur chacun des dispositifs. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 2 situations, celle de Madame B, qui est agent d'entretien, et celle de Monsieur C, qui est conducteur de machine en usine. Donc j'ai volontairement choisi ces 2 accompagnements parce que ce sont 2 accompagnements dans lesquels les acteurs se sont impliqués et 2 accompagnements aussi qui permettent d'illustrer des situations et des outils bien distincts. Première situation, donc la situation de Madame B,
Madame B qui est venue vers nous l'an dernier pour se faire accompagner dans le cadre d'une nouvelle intégration dans un nouvel établissement. Madame B, elle est agent d'entretien au sein d'un lycée et elle nous explique qu'elle se sent persécutée lorsqu'elle se retrouve face à une foule, donc elle a l'impression qu'on parle d'elle, qu'on se moque d'elle, qu'on la juge, qu'on l'insulte. Donc c'est une exposition à une foule statique, donc une foule, c'est à peu près 150 personnes pour Madame B, une foule qui est face à elle et qui la regarde, peut être anxiogène et entraîner des difficultés pour Madame B. Elle nous explique également avoir des angoisses et être très, très anxieuse lorsqu'elle n'a pas de réponse par rapport à ces questions, qu'on ne peut pas lui apporter de réponse ou lui permettre de se projeter dans l'organisation de son activité, que ce soit professionnelle ou personnelle. Cela peut être source vraiment d'anxiété et la mettre en difficulté. Le médecin de prévention, effectivement, nous conseille d'éviter d'exposer Madame B à des situations dites de foule lors de son activité professionnelle, mais également de veiller lors de son intégration et de sa prise de poste à ce qu'elle puisse monter en charge progressivement, pour qu'elle puisse s'intégrer dans l'équipe, appréhender les lieux, l'organisation de manière progressive et beaucoup plus sereine finalement. Alors, à ce moment-là, nous réalisons différents échanges téléphoniques, que ce soit avec Madame B directement et les autres acteurs. Et nous comprenons qu'il y a eu un incident dans l'ancien établissement scolaire où était affectée Madame B. Incident qui a été difficile à surmonter pour Madame B. Hop, ma diapositive a bougé toute seule. Et donc il y a eu, on va essayer de régler ce petit souci technique, je vais quand même continuer à exposer ma situation. Donc il y a eu un petit incident qui a entraîné un arrêt de travail pour Madame B. Et suite à cet arrêt de travail, d'un commun accord avec l'ensemble des acteurs, nous avons décidé de changer d'affectation Madame B. Donc de la changer d'établissement pour qu'elle soit dans un environnement un petit peu plus bienveillant. Donc, grâce à ça, nous avons pu avancer sur certains sujets et nous avons pu réaliser des rencontres individuelles, alors que ce soit avec Madame B au début de l'accompagnement pour lui expliquer la démarche, désamorcer des situations qui pourraient être anxiogènes pour elle. Mais nous avons également des rendez-vous réguliers, individuels avec Madame B, ainsi que des rencontres collectives régulières sur le lieu de travail, donc dans le nouvel établissement, faire le point sur la situation, avoir l'avis de l'ensemble des acteurs sur les actions qui pourraient être mises en place, qui le sont déjà, avoir un retour sur leur efficacité ou sur les difficultés qui pourraient être rencontrées pour réajuster un petit peu selon les besoins. Lors de ces rendez-vous, que ce soit collectif ou individuel, nous avons fait plusieurs constats et mis plusieurs points de vigilance concernant la situation de Madame B, notamment un élément que nous a évoqué Julie tout à l'heure, à savoir le trajet domicile-travail qui pouvait lui poser souci, puisque Madame B va au travail en bus, donc elle se retrouve dans un environnement clos avec beaucoup de personnes, surtout aux heures de pointe pour aller au lycée. Des gens qui la regardent et elle se sent en difficulté dans ce bus. Et nous évoquons aussi l'ancien établissement pour avoir une idée des situations qui pouvaient avoir été anxiogènes ou qui seraient à éviter. Et Madame B nous évoque la situation, l'activité qu'elle devait réaliser à la cantine, où elle devait circuler au milieu du réfectoire avec un chariot pour débarrasser les plateaux. Donc là, elle se retrouvait en situation anxiogène puisqu'elle était au milieu des lycéens assis à table. Et c'est plutôt une situation à éviter pour elle, finalement. Dans cet ancien établissement, on constate également que Madame était polyvalente, donc elle remplaçait parfois certaines collègues à droite à gauche. Et le fait de ne pas pouvoir se projeter, de ne pas savoir où elle sera dans une heure, pouvait être difficile pour elle puisqu'elle n'arrivait pas à organiser son activité, elle appréhendait un petit peu. Et
Elle n'arrivait pas non plus à éviter les situations de foule, par exemple en passant dans le hall aux heures de cantine ou aux heures d'entrée ou de sortie du lycée, où il y avait beaucoup de mouvements. Un autre point qui est anxiogène pour Madame B, c'est le fait d'être en lettre de mission. L'idée d'être en lettre de mission est anxiogène pour elle, dans le sens où ces lettres de mission sont des lettres de 3 mois. Donc elle se demande où elle sera dans 3 mois. Est-ce qu'elle sera toujours là? Est-ce qu'elle sera dans un autre établissement? Est-ce qu'elle va perdre son emploi? Comment ça va s'organiser? En sachant que malheureusement, à l'heure actuelle, l'employeur n'a pas d'autre marge de manœuvre, puisque Madame était affectée à un autre établissement, dans lequel on préfère ne pas la remettre au regard de sa situation de santé. Toutefois, le temps qu'un poste se libère ou soit créé dans un autre établissement et où on pourrait affecter Madame B, la lettre de mission reste la seule possibilité pour lui permettre de travailler ailleurs. Donc après tout, on pourrait se dire que c'est plutôt sain de s'inquiéter en voyant arriver la fin de son contrat ou de sa lettre de mission et se demander où on sera dans une semaine, 15 jours, un mois. Ce qui pourrait être plus problématique, c'est la manière dont ça se traduit pour Madame B, qui va passer beaucoup d'appels, qui va essayer d'interpeller différents interlocuteurs qui pourraient lui répondre ou qui ne pourraient pas lui répondre d'ailleurs, mais jusqu'à avoir une réponse. Et le fait que son interlocuteur ne lui réponde pas ou lui apporte une réponse plutôt approximative en lui disant par exemple pour l'instant je ne sais pas, je saurai bientôt ou peut-être la semaine prochaine, c'est d'autant plus angoissant pour Madame B qui du coup va rappeler assez régulièrement et va envoyer des mails également. Donc tout ça, ça peut créer un sentiment d'agacement et de harcèlement pour ces interlocuteurs qui vont se sentir un petit peu submergés par ces nombreux modes de contact finalement. Ce qui pourrait porter préjudice à Madame B également. Sur le plan personnel, Julie l'a également évoqué tout à l'heure, on retrouve chez Madame B une facilité, une aisance à évoquer aussi sa pathologie. Il lui arrive régulièrement de se présenter en disant « Bonjour, je m'appelle Méline, je suis schizophrène ». Mais avec les idées reçues et les perceptions des gens, ça aussi, ça pourrait lui porter préjudice puisque ça peut créer des tensions, de l'inquiétude au sein notamment par exemple de sa nouvelle équipe. Donc, lors de nos rendez-vous individuels et collectifs, nous avons mis en place plusieurs petites stratégies. Donc, par exemple, dans le bus, une stratégie que Madame B a trouvée toute seule, c'est de mettre des écouteurs avec de la musique. Comme ça, elle a sa musique, elle se rassure, elle arrive à faire abstraction des gens et à ne pas se sentir observée, jugée, moquée. Tandis qu'au sein de l'établissement, du nouvel établissement, on a pu identifier des escaliers, des couloirs, des ascenseurs qui seraient peu fréquentés, que Madame peut emprunter sans crainte de croiser un groupe trop important d'élèves ou un groupe statique. Au niveau de son environnement de travail et des tâches confiées, Madame, elle réalise désormais l'entretien d'un secteur précis. Donc elle sait où démarre son secteur, elle sait où il s'arrête. Elle arrive à se projeter dans son organisation. Et elle gère également la plonge à la cantine. Donc elle n'est plus au milieu du réfectoire, mais à l'arrière du self où elle gère la machine. Les élèves déposent leur plateau sur le tapis, elle dit bonjour et ça s'arrête là. Ils s'en vont, donc l'anxiété est atténuée puisque la foule n'est pas statique. Et de manière générale, quand c'est possible, on recommande à l'établissement ou à la personne de confier l'intervention ou l'entretien des lieux qui pourraient être plus calmes. Par exemple, un internat où à partir de 8h30, les élèves sont en cours, donc on sait que c'est un environnement calme qui pourrait bien convenir pour Madame B. Au niveau de l'activité, de l'organisation, du temps de travail, Madame B, elle a repris en temps partiel thérapeutique au début, ce qui lui a permis de monter en charge progressivement, comme le recommandait le médecin du travail, mais aussi de s'appréhender un petit peu mieux les lieux, l'équipe, l'organisation de sa nouvelle activité de manière un peu plus sereine. Comme je l'ai dit, elle a un secteur attitré, donc elle arrive beaucoup mieux à se projeter. Et des points hebdomadaires avec son responsable sont également mis en place. Alors de mémoire, le vendredi après-midi, par exemple, pas tous les jours, mais 1 heure de temps en temps le vendredi,
pour répondre à ces éventuelles questions, ces interrogations concernant l'activité. Et ça peut être aussi l'occasion pour son responsable d'échanger avec elle sur les situations qui auraient pu être délicates pour lui également ou qui auraient pu être difficiles à appréhender pour lui. L'idée étant qu'ils trouvent ensemble ou qu'ils nous sollicitent en appui pour trouver des solutions de compensation. Pour limiter le sentiment de harcèlement que ces autres interlocuteurs pourraient ressentir, nous avons développé actuellement une stratégie avec Madame B, donc, qui est actuellement testée avec moi-même et avec notre secrétariat, qui est de lui donner une date ou une heure précise à partir de laquelle on pourrait la rappeler. Ce qui lui permettrait de savoir que, par exemple, à partir de 14 h, elle aura une réponse, mais ça ne sert à rien d'appeler le matin. Ou si je lui dis je vous rappelle le 20 novembre, on est le 15 novembre, elle ne va pas me rappeler, elle sait qu'elle aura une réponse dans 5 jours. C'est quelque chose que nous avons développé ensemble, que nous testons actuellement et qui sera peut-être, si ça fonctionne bien et si Madame B est d'accord, développé avec les autres interlocuteurs de la démarche finalement. Pour Madame B, nous avons aussi identifié une personne ressource, en la personne de la référente handicap qui s'est proposée pour être personne ressource de Madame B, c'est-à-dire que Madame B peut la contacter en cas de question, en cas d'interrogation, et la référente handicap fait relais auprès des autres interlocuteurs qui pourraient répondre à la question de Madame B, ce qui permet de passer que par un interlocuteur. Néanmoins, ça peut être assez sollicitant et on peut vite être submergé par beaucoup de questions. Donc nous recommandons généralement de mettre en place plutôt un réseau de personnes ressources qu'on peut représenter par exemple sous forme de tableau qui permet à la personne, qui permet par exemple à Madame B d'avoir une trace écrite des personnes auxquelles elle peut s'adresser selon ses besoins. Par exemple, monsieur le médecin du travail, je peux l'appeler pour avoir son avis médical, échanger sur mon suivi, sur des pistes de solutions. En revanche, je peux le contacter soit par visite, lors des visites périodiques, soit plutôt le mardi par mail. Ce qui évite aussi d'adresser différentes questions à différents interlocuteurs qui pourraient ne pas pouvoir répondre, et aussi d'avoir un temps précis à partir duquel, un moment précis à partir duquel je peux contacter telle personne et par telle modalité. De la même façon, nous avons réfléchi avec Madame B sur une manière de se présenter autrement qu'en citant sa pathologie, comme le disait Julie, qui pourrait être un petit peu qui pourrait être plus pratique pour Madame B, pour se protéger aussi et pour différencier aussi ce qui est privé, ce qui reste dans le champ professionnel. Et par exemple, plutôt que de dire « bonjour, je suis schizophrène », nous pourrions essayer de dire « bonjour, je m'appelle Méline, j'habite ici, j'ai tel âge, voici mes besoins et aussi les situations que je sais devoir éviter finalement », ce qui lui permet tout de même d'indiquer ses besoins et les points de vigilance que nous devons avoir sans aller jusqu'à citer sa problématique de santé pour éviter les idées reçues et les préjudices que ça pourrait lui apporter. Aujourd'hui, donc à ce jour, Madame B, nous l'avons au téléphone régulièrement, en rendez-vous individuel régulièrement. Son intégration au sein de ce nouvel établissement s'est bien passée, elle nous fait de bons retours. Nous avons également des bons retours de la part de l'encadrement avec qui il y a un bon relationnel, une relation de confiance qui s'est installée. Tout le monde veille à ce que les décisions, les actions qui ont été proposées en amont et validées soient mises en place et maintenues. Et veille également à ce que les informations sur la situation de santé de Madame B ne soient pas divulguées. Le seul point crucial qui reste source d'inquiétude pour Madame B, c'est cette lettre de mission. Donc cette lettre de mission qui s'arrête au 31 décembre. Madame B se demande où elle sera au 1er janvier. De ce fait, nous avons un rendez-vous collectif sur le lieu de travail en décembre avec tous les acteurs, donc l'employeur, le service RH, la référente handicap, le médecin de prévention, le responsable de Madame B et moi-même, pour faire le point. Et si tout va bien, si tout continue à aller bien, pourquoi pas envisager une affectation définitive dans ce lycée où tout se passe bien visiblement pour l'instant.
Donc on voit bien qu'on est sur un accompagnement à l'intégration, mais nous pouvons aussi intervenir dans le cadre d'accompagnement plus ponctuel, dans le cadre du maintien en emploi, comme par exemple dans notre deuxième exemple, qui est celui de Monsieur C. Monsieur C qui a 53 ans et qui conduit, qui gère en autonomie une machine dans une usine de fabrication de pièces auto. Le médecin du travail de Monsieur C est venu vers nous pour actualiser une lettre de cadrage qui tient compte de la compensation, de la situation de santé de Monsieur C, de ses besoins de compensation et aussi de l'évolution de l'activité. À savoir qu'une dernière lettre de cadrage avait été réalisée en 2017, mais il y a eu beaucoup d'évolutions organisationnelles et hiérarchiques depuis, ce qui fait que le projet n'a pas pu être pris en main par quelqu'un et n'a pas pu évoluer. Monsieur C, lui, quand nous l'avons au téléphone, il nous évoque des difficultés d'attention, de concentration, de mémorisation, mais aussi et surtout une grande anxiété face au changement. Le fait d'avoir une situation imprévue ou quelque chose de nouveau à faire seul peut être source d'angoisse pour lui. Le médecin du travail nous préconise effectivement de faire attention à ce que son activité soit bien cadrée, bien organisée, bien planifiée pour le rassurer, mais nous demande également de favoriser la communication au sein du collectif de travail de Monsieur C et de la hiérarchie sur sa situation et ses besoins. Donc nous avons effectivement, Monsieur C, finalement, nous le connaissons, nous l'avons accompagné à de nombreuses reprises. Donc vous voyez en 2013, en 2014, en 2017, ce sont des accompagnements plus ponctuels, mais plus réguliers, dont le dernier a démarré en juillet 2019 et s'est déroulé sensiblement de la même manière que pour Madame B, avec des échanges téléphoniques avec chacun des acteurs pour cerner la demande et le degré d'urgence, mais aussi avec des rencontres individuelles et collectives sur le lieu de travail avec les acteurs, Monsieur C, son N+1, le directeur des ressources humaines, le médecin du travail et moi-même, dans le but de cerner la demande et de faire, comme pour Madame B, évoluer la situation en trouvant des solutions de compensation adaptées. À ce moment-là, nous découvrons donc effectivement que Monsieur C gère la machine à laver les intercalaires en autonomie. Donc c'est une machine qui lave les bacs dans lesquels sont installées les pièces auto. Les pièces automobiles sont fabriquées sur chaîne, elles arrivent dans un bac. Le bac part à la machine à laver, c'est Monsieur C qui le récupère, qui met en route le cycle de lavage, qui récupère le bac une fois lavé et qui le remet sur palette pour que ça reparte sur chaîne. Donc il gère cette machine en autonomie, il n'y a pas vraiment de cadence, mais Monsieur C doit tout de même faire des remontées d'anomalies via des fiches à compléter si besoin est. Donc c'est un poste qui est plutôt en fin de chaîne, plutôt dans un coin de l'usine, qui n'a pas vraiment de valeur productive, donc qui crée un sentiment de ne pas être utile, un sentiment d'isolement pour Monsieur C, qui du coup s'autorise, on va dire, plutôt à peut-être prendre sa pause en décalé de ses collègues ou prendre des horaires un petit peu en décalé ou des pauses plus longues, puisqu'il estime que son poste n'est pas important selon lui. On constate également qu'il y a peu d'échanges avec son chef d'équipe et le reste de l'équipe, puisque comme je l'annonçais tout à l'heure, il y a des changements hiérarchiques qui ont été faits, une nouvelle organisation qui est mise en place, c'est-à-dire que toutes les 7 ou 8 semaines, le N+1 de Monsieur change. Donc tous les 2 mois et demi, le responsable hiérarchique de Monsieur C change et n'est pas forcément informé ni de la situation de santé de Monsieur C, ni des engagements qui ont été pris dans l'ancienne lettre de cadrage. De ce fait, c'est difficile de les faire vivre et ça peut être frustrant pour Monsieur C, qui du coup ne se sent pas intégré à l'équipe, ne participe pas au point d'équipe et du coup a très peu de visibilité sur l'organisation de l'activité, les aléas qui pourraient arriver dans la journée, ce qui peut être source d'appréhension. Monsieur C nous évoque aussi un grand sentiment de frustration dans la mesure où, encore un souci de diapo, dans la mesure où il avait un parcours universitaire au niveau Bac+7 avec un doctorat en physique-chimie. Et le fait de se retrouver sur un poste avec peu de responsabilités, peu de perspectives d'évolution,
au regard de son parcours universitaire et de son projet qui était à l'origine de créer sa propre entreprise, est vraiment frustrant et en termes d'estime de soi, de confiance en soi, c'est pas optimal pour Monsieur C, qui nous évoque forcément toujours, merci, une anxiété, malgré tout, une anxiété face au changement, face aux situations urgentes qu'il doit régler seul. Et toujours cette anxiété lorsqu'il y a des changements organisationnels ou hiérarchiques, ce qui peut entraîner chez lui, comme il le dit, des crises d'angoisse sur le lieu de travail ou des arrêts de travail. Lors de nos rendez-vous individuels et collectifs pour la situation de Monsieur C, nous avons échangé sur la nécessité d'intégrer Monsieur C dans l'activité de l'équipe pour pour limiter son sentiment d'isolement et puis aussi pour diminuer ses craintes de l'imprévu. À savoir que désormais le N+1, lorsqu'il fait un tour de la chaîne, passe aussi au poste de Monsieur C pour prendre la température, voir si tout va bien, et en profiter pour échanger sur l'activité et consulter les fiches remontées d'anomalies de la machine. Monsieur C va participer aussi au point d'équipe, que ce soit en début ou en fin de poste, mais avoir accès aux transmissions d'informations et aux informations sur l'activité. Savoir par exemple si tel ou tel collègue est en arrêt, ce qui expliquerait peut-être moins d'activité aujourd'hui ou au contraire plus de cadence pour Monsieur C. L'idée de tout ça, c'est vraiment de faciliter sa compréhension, de limiter son anxiété face à l'imprévu, et puis aussi créer une cohésion d'équipe et une communication au sein de l'équipe finalement. Alors, toujours ce petit souci de diapo. Merci. Donc, nous avons également aussi rebalayé l'ancienne lettre de cadrage et remarqué que les procédures qui étaient définies dedans à respecter par Monsieur C et son encadrement, mais aussi les horaires et les temps de pause à respecter avaient varié, ce qui fait que forcément on ne pouvait plus s'y référer et les respecter. De ce fait, les horaires, les temps de pause et les procédures ont été remises à jour. Et nous avons aussi et surtout défini une procédure en cas de changement de N+1 pour ne pas que le schéma se répète et pour ne pas que la lettre qui est décidée aujourd'hui et qui est définie aujourd'hui ensemble soit perdue dans 7 ou 8 semaines lors du changement de responsable. Donc nous avons identifié 2 porteurs de projet en la personne du directeur des ressources humaines qui, dès qu'il y a un changement de responsable, informe ce nouveau responsable lors de son embauche ou de sa prise de poste de l'existence de cette lettre et lui demande de prendre rendez-vous avec le médecin du travail. Le médecin du travail, lui, reçoit le nouveau N+1 pour lui expliquer, alors bien entendu dans le respect du secret médical, mais lui expliquer le parcours de Monsieur C, l'existence de cette lettre de cadrage et les besoins, les points de vigilance à avoir. De la même manière, a été définie la mise en place de points hebdomadaires entre Monsieur C et son N+1 pour faire le point, encore une fois, sur les situations qui auraient pu être anxiogènes pour Monsieur C ou qui auraient pu être incomprises pour son N+1. Le N+1 changeant régulièrement, il a été aussi convenu de laisser une trace écrite dans un cahier de ce qui pouvait être abordé et décidé comme solution. Nous sommes partis sur un cahier pour éviter que ce soit une trace informatisée qu'on pourrait envoyer ou trouver sur le serveur. En revanche, le cahier, il est stocké sous clé dans le service RH et c'est la responsabilité du N+1 d'aller le chercher lorsqu'il fait les points avec Monsieur C. L'avantage d'une trace écrite, c'est qu'en cas de changement de N+1, le nouveau N+1 a un historique de ce qui a été fait et de ce qui a été convenu. D'autre part, on a également, lors de ces rendez-vous, évoqué la création d'un groupe de travail pour travailler sur des fiches techniques, des fiches de procédure pour les machines de l'atelier. Et on s'est dit que ce serait un bon projet dans lequel on pourrait intégrer Monsieur C au regard de ses capacités et de ses compétences, afin de valoriser aussi son travail et de favoriser le travail d'équipe. D'autant plus que c'est un projet qui n'a pas d'urgence, donc pour lequel il n'y aurait pas de pression émise sur Monsieur C. Et enfin, dernier point, mais pas des moindres, le terme du document a été changé.
Lettre de cadrage, ça nous semblait être un terme plutôt péjoratif, renvoyant beaucoup à des sanctions, à ce qui ne va pas. Donc nous l'avons plutôt appelé désormais contrat de confiance. C'est un document d'ailleurs qui est signé désormais par Monsieur C et chaque N+1 lors de la prise de poste, pour s'engager à respecter mutuellement et à faire vivre les engagements qui sont pris dans ce document. Oh, diapositive d'avant, merci. Aujourd'hui, Monsieur C, il est toujours en poste. Nous avons eu de ses nouvelles il y a environ un mois. Il est toujours en poste, ça se passe bien. Les fiches techniques et le groupe de travail sont en cours de réalisation. On a pris un peu de retard au regard du contexte sanitaire. En revanche, les points hebdomadaires ne sont pas forcément réalisés, dans la mesure où le N+1 passe au poste de Monsieur C maintenant, au moins une fois par jour. C'est l'occasion déjà, lors de ce passage, d'évoquer les éventuelles contraintes ou les éventuelles questions. De ce fait, les points hebdomadaires n'étaient pas nécessaires, ils étaient plutôt redondants et chronophages. En revanche, Monsieur C, il participe toujours aux réunions d'équipe, que ce soit en début ou en fin de poste, ce qui lui permet d'avoir un meilleur visuel sur l'activité. Toutefois, il nous évoque toujours ressentir un sentiment de frustration au regard, encore une fois, de son parcours de formation, de ses projets initiaux, mais ne se sent pas capable de démarrer une démarche de reconversion ou de conseil en évolution professionnelle au regard de sa situation de santé et de son âge. De ce fait, il essaye de trouver actuellement un épanouissement, une passion qui lui permettrait de se sentir plus utile, de se sentir valorisé. Il hésite encore entre du bénévolat ou créer un potager solidaire, quelque chose de ce type. Vous voyez qu'on a vraiment deux situations qui sont finalement différentes, mais dans lesquelles on retrouve deux grands axes de réflexion dont nous a d'ailleurs parlé Julie, à savoir travailler sur le temps de travail, décaler peut-être les horaires ou travailler en temps partiel ou prévoir des pauses un petit peu plus régulières. On peut aussi travailler sur l'organisation du travail en travaillant sur la transmission de consignes, peut-être en privilégiant des consignes qui vont être simples, qui vont être transmettre une consigne à la fois, ne pas hésiter à l'écrire, ne pas hésiter à la répéter, adapter les objectifs effectivement pour la personne, ne pas hésiter à cadrer, à répéter, à expliquer les procédures pour que ce soit rassurant pour tout le monde. D'autant plus ne pas hésiter à échanger avec la personne, comme le disait Julie, sur les situations qui pourraient être anxiogènes pour elle, pour identifier des solutions de compensation ou d'organisation différentes. Permettre à la personne de travailler dans un environnement calme, idéalement d'avoir un environnement aussi ou un petit espace pour souffler, même si c'est que 2 minutes, un local technique, un bureau, une salle vide, pour souffler, redescendre un petit peu en pression. Privilégier des temps d'échange, comme on l'a vu notamment pour Madame B, avec le responsable ou la personne ressource, pour échanger sur les problèmes éventuels et les questions. Et ne pas hésiter lors de ces points ou lors des points collectifs à valoriser les aspects positifs, ne pas parler que de sanctions, ne pas citer que ce qui ne va pas, parce qu'il y a aussi des choses qui vont très bien. Ne pas hésiter à identifier un réseau de personnes ressources ou une personne selon la situation, selon comment se présente la situation. Ne pas hésiter à mettre en lien avec le secteur du médico-social en cas de besoin également. Sensibiliser le collectif de travail, donc que ce soit l'équipe, la hiérarchie, notamment à l'aide en sollicitant le CREPSI pour démystifier un petit peu le handicap et désamorcer les situations qui pourraient être anxiogènes pour l'ensemble des acteurs finalement. L'ensemble des acteurs qu'il vaut mieux impliquer dès le début et tout au long de la démarche lors de chaque prise de décision. On peut également travailler sur des stratégies de compensation individualisées. On peut, par exemple, réaliser des stages ou des immersions pour tester un petit peu, pour appréhender le terrain et voir s'il est vraiment à l'image de ce qu'on s'en faisait avant de prendre un poste. Mais on peut aussi travailler avec la personne directement en développant des petites stratégies ou en réfléchissant sur des solutions.
comme par exemple, on l'a vu avec Madame B, se présenter autrement qu'en citant sa pathologie, aider une personne, par exemple, à prendre une décision en s'aidant d'une balance décisionnelle, donc le petit schéma que vous voyez en bas à droite. Si j'hésite entre accepter telle situation, tel poste ou le refuser, mettre en place telle solution ou pas, oui ou non, pour ou contre, qu'est-ce qui pèse dans la balance, j'ai du mal à me décider. Là, je l'écris et c'est visuel et ça m'aide. Bien distinguer la sphère privée et la sphère professionnelle surtout. Donc, on voit que au travers de ces deux accompagnements, mais aussi au travers de ces grands axes de réflexion, que les aménagements sont majoritairement organisationnels dans le cadre d'un accompagnement pour compenser un handicap psychique. Il y a des aides financières qui peuvent être sollicitées pour financer une formation, travailler une reconversion, acheter du matériel spécifique si besoin, mais généralement ce sont plutôt des accompagnements pour être en appui de recherche de solutions organisationnelles ou relationnelles, donc des accompagnements qui durent un petit peu plus dans le temps. Et du coup, de ce fait, pour réaliser ces accompagnements ou pour permettre de faire intervenir le bon interlocuteur au bon moment, nous pouvons solliciter nos partenaires donc, que nous avons déjà un petit peu vus auparavant, mais ça peut être des partenaires qui peuvent être en interne, des référents handicap, des services ressources humaines, ou en externe, avec des services, des centres médico-psychologiques, des prestataires spécialisés, le service de santé au travail, un SAMSA par exemple, dont vous pourrez retrouver également toutes les coordonnées sur notre référentiel, sur notre site internet. Et sur notre site, vous pourrez aussi retrouver une petite bibliographie où vous aurez accès à différents supports, que ce soit vidéo, que vous retrouverez également sur le site du CREPSI, pour démystifier et se rendre compte des idées reçues sur les troubles psychiques. Vous aurez également un lien vers le site Skizinfo qui propose plein d'expériences interactives pour par exemple voir un repas de famille tel qu'une personne comme vous et moi et comme une personne atteinte de développant des troubles de la personnalité. Et vous retrouverez aussi certains livres et certains films, il y en a plus sur le site internet, qui vont vous permettre d'appréhender finalement de voir comment se développent, comment se manifestent les troubles psychiques, l'impact des traitements selon les époques, et aussi le rôle et l'importance de l'entourage, que ce soit professionnel ou personnel, dans ce contexte. Je vous remercie pour votre attention et puis je reste à disposition en cas de questions. Merci Méline et Julie pour cette intervention de qualité. Nous allons passer donc aux questions-réponses et je vais m'appuyer donc comme convenu sur Christine. Christine, si tu es là. Oui. Bonjour à tous. Donc Christine Divy, conseillère au sein du service entreprise au Pôle emploi de Béthune. Donc nous avons une première question de la structure d'insertion chemin vers l'emploi à Iceberg. Est-ce que l'employeur peut demander la RQTH pour un salarié? Alors je laisse Cap Emploi répondre. Non, donc un employeur ne peut pas demander la RQTH pour un salarié. Il peut l'accompagner à constituer le dossier, bien entendu, mais il ne peut pas être le demandeur. C'est bien une démarche personnelle. Alors nous avons également une question concernant le cas de Monsieur C. Y a-t-il eu un impact sur l'organisation globale du travail de l'entreprise? En effet, beaucoup des aménagements proposés peuvent être dupliqués à l'ensemble des postes de travail. Méline, peut-être? J'active mon micro. Oui. Oui, alors pour répondre à la question, effectivement, beaucoup de solutions peuvent être dupliquées finalement. Maintenant, dans le cas particulier de Monsieur C, ça n'a pas eu d'impact sur l'organisation de l'activité, ni pour les collègues de l'équipe, ni pour l'ensemble de l'usine. C'était surtout du temps passé par le N+1 pour échanger avec Monsieur C sur ses contraintes. Donc plutôt du temps à se dégager, mais pas vraiment d'impact sur l'organisation, le déroulement de l'activité pour le collectif de travail. Merci. Merci.
Ensuite, j'ai une autre question donc, sur le pavé discussion. Est-ce que les collègues de travail doivent être informés de la situation de handicap psychique de la personne? Alors peut-être Julie, est-ce que tu peux Oui, je peux répondre, oui. Ouais. Alors, doivent, non, pas forcément, effectivement. Après, il est vrai que quand la personne est d'accord pour en parler à l'équipe et au manager, c'est facilitant. Maintenant, ça sera toujours avec l'accord de la personne hein, et sur ce qu'elle a envie de dire ou pas dire. Après, les collègues n'ont pas forcément besoin de connaître le nom de la pathologie, mais en tout cas, ce que la personne a besoin dans son quotidien de travail. Je vous donne un exemple. Nous avions accompagné un monsieur donc, qui avait un handicap psychique qui allait intégrer un poste. Et donc, il a souhaité évoquer ses difficultés auprès de ses collègues et de son manager. Donc, on a procédé en d'abord rencontrant ce monsieur pour se mettre d'accord sur ce qu'il avait envie de partager ou pas sur ses difficultés et sa pathologie. Et ensuite, on a sensibilisé le collectif de travail et les managers sur effectivement la situation de ce monsieur, sans que ce monsieur soit présent aussi pour permettre justement la libre parole des collègues sur les inquiétudes qu'ils pourraient avoir ou pas. Et c'est vrai que quand le collectif est sensibilisé sur la question du handicap en général et du handicap psychique, c'est quand même facilitant pour les personnes. Ouais. Merci. Alors, encore une question de chemin vers l'emploi. Notre ACI accueille a priori plusieurs salariés en situation de handicap psychique. Cap Emploi et le CREPSI pourraient-ils nous accompagner pour nous aider dans la prise en charge de ces salariés? Alors, qui veut répondre? Je peux ou tu peux, peu importe. Du coup, déjà, ce serait peut-être effectivement de pouvoir se rencontrer, échanger sur les personnes que vous pourriez identifier en situation de handicap psychique, parce que du coup, la question c'est est-ce qu'ils vous l'ont dit? Est-ce que du coup, vous soupçonnez un possible handicap psychique? Et donc ça, on pourrait déjà échanger sur ça. Et effectivement, donc le CREPSI pourrait apporter des préconisations dans l'accompagnement, mais c'est vous qui restez acteur de l'accompagnement. Et par rapport à Cap Emploi, du coup, je te laisse poursuivre, Catherine. Oui, donc nous, un petit peu la même démarche. Hein. Effectivement, on peut envisager un accompagnement. Ça nécessite à minima, bien entendu, un échange, une rencontre, cibler vos besoins, les situations et l'envisager sans aucun souci, en complémentarité et en partenariat avec le CREPSI, oui. Alors, encore une question de Nicolas Calibre. Avez-vous des propositions d'accompagnement spécifiques pour des personnes en situation de handicap psychique qui ont en outre une dépendance à l'alcool ou autre toxicomanie? Julie, tu peux répondre? Alors, la dépendance fait partie effectivement des troubles psychiques au même titre que les autres troubles psychiques. Donc, il est vrai qu'il n'a pas forcément un accompagnement spécifique en termes de compensation au travail. Après, c'est amener la personne à pouvoir consulter quelqu'un à l'extérieur, donc passer par le biais du médecin du travail ou le médecin traitant, du coup, ce sera plutôt le médecin du travail, et que la personne soit prise en charge par un accompagnant spécifique type un XAPA. Ou, voilà. En XAPA, c'est des services d'accompagnement à l'addictologie, mais sinon, il n'y a pas d'accompagnement plus spécifique pour ce type de problématique. Merci. Alors, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. N'hésitez pas. Après, nous restons bien sûr à votre disposition. Il n'y a pas de souci. Une question d'un interlocuteur. Est-ce qu'il est utile que le psychologue de travail qui accompagne la personne en situation de handicap prenne contact avec le psychologue ou psychiatre qui suit la personne dans le privé? Je peux répondre si vous voulez. J'ai envie de dire, déjà, c'est le psychologue du travail effectivement qui va évaluer est-ce qu'il y a nécessité ou pas, est-ce que du coup le psychologue du travail est en difficulté et dans ce cas-là, la prise de contact avec le psychologue extérieur, le psychiatre, permettra de trouver peut-être d'autres pistes de compensation ou d'action. Donc c'est vraiment selon la situation. Et puis ce que j'ai envie de dire par contre, c'est que ce qui est impératif, c'est de demander l'accord de la personne pour contacter
le psychiatre ou la psychologue à l'extérieur. Très bien. D'autres questions peut-être? Non, Pour l'instant, non. Très bien, c'est que nous avons été très clairs. Je vous remercie donc pour votre participation. Nous avons réussi à rester dans le timing. C'était un challenge ambitieux. Il est 8h40. 11h40, pardon. Donc, je vous remercie pour votre participation. Je tiens également à remercier Audrey, Christine et Vincent du Pôle emploi, Méline Gauthier et Catherine du Cap Emploi et Julie Ducrepsy pour leur implication active dans ce projet de webinaire. Si vous souhaitez approfondir le sujet, nous vous invitons à vous rapprocher du CREPSI qui propose des sensibilisations sur des demi-journées, d'autres modules de formation et une base documentaire multisupport de grande qualité. Nous espérons effectivement que ce webinaire a répondu à vos attentes. Nous vous rappelons que les conseillers du Pôle emploi et du Cap emploi sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches. Nous allons vous adresser un questionnaire de satisfaction à l'issue du webinaire. Merci de prendre quelques minutes pour y répondre afin de nous permettre de nous améliorer. Nous vous souhaitons une agréable journée, une excellente fin de semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Merci beaucoup. Ah, alors je conclus et je vois des questions, Christine, non? Non, c'est des remerciements. Ah, c'est des... Très bien. Écoutez, alors on les prend. Merci à tous et bonne journée.